Salut, c'est Alyosha, bienvenue dans Vision. Avant de commencer ce podcast, je voulais tout d'abord vous souhaiter une merveilleuse année et vous dire merci pour vos retours et vos nombreuses écoutes l'année dernière. Vous avez aussi toujours l'occasion de nous soutenir en faisant un don. Chaque aide compte pour nous, évidemment, surtout en cette période. Pour faire un don, c'est très simple. Vous allez sur notre site visionpodcast.fr et vous cliquez sur le bouton « Nous soutenir », tout simplement. Il y a aussi un lien direct dans la description. Voilà, sur ce, prenez un petit thé, un petit café, peut-être un verre de vin, soyons fous. Et le plus important, vos écouteurs, votre casque. Et on est parti pour le podcast. Bonne écoute. C'est une image de la série Jour de fête. C'est une photo où on voit une fête foraine à travers des arbres, une tombée d'arbres. Ça pourrait être un point de vue d'animal. C'est une photographie nocturne. On réalise pas forcément qu'il s'agit d'une fête foraine au départ. À première vue, c'est un petit peu ce que je cherchais. Mon sujet, c'est pas du tout la fête foraine, c'était plutôt l'imaginaire d'une ville joyeuse en arrière-plan et on va dire la confrontation avec un environnement naturel, une sorte de contamination lumineuse de cet environnement naturel. Moi, j'habite pas très très loin de la Foire du Trône. J'ai beaucoup traversé un petit peu la nuit pendant la Foire du Trône ces espaces-là, et j'étais attiré un petit peu par la lumière. Et puis j'ai commencé à faire cette série assez picturale, avec des images très détaillées, nocturnes, qui je pense me hantait en quelque sorte. J'ai trouvé là, et c'est souvent ce qui se passe, une vision une apparition, et j'ai voulu la matérialiser à travers des séries de photos, et c'est vraiment, cette série est vraiment une métaphore en fait. Elle a pas de sujet si ce n'est cet imaginaire à la fois de cette relation entre l'urbain et la nature, mon propre imaginaire, voilà. Je m'appelle Cyril Weiner, je suis né en 1976 à Paris. J'ai toujours vécu à Paris, j'ai grandi à Paris. Je crois que je suis parti peut-être 1 mois et demi une fois au Brésil, mais j'ai jamais vécu ailleurs. Je suis un vrai Parisien. Mes parents, je viens d'un milieu de classe moyenne. Ma mère était institutrice. Mon père était cadre dirigeant de compagnie aérienne. J'ai pas mal voyagé assez jeune. Mes parents m'ont eu tard. Mon père avait 40 ans, ma mère presque 40 ans. J'étais un petit peu baladé tout seul, fils unique, siège arrière de la voiture, et je pense que j'ai développé une nature assez contemplative de cette manière-là. Et à la maison, il y avait des œuvres d'artistes. Mon père avait pas mal d'amis artistes. Il avait vécu à Saint-Paul-de-Vence dans les années 70. Il avait une maison d'ailleurs là-bas. J'allais souvent à la Fondation Mag. J'allais visiter des ateliers avec lui, même s'il n'était pas du tout artiste lui-même, ou alors plutôt dans la musique, mais pas du tout les arts visuels, on va dire. Mais j'aimais bien, c'était un environnement que j'aimais bien, aller dans ces ateliers, des expositions à la maison. Et puis j'ai toujours été aimé dessiner, toujours été agile, on va dire, à l'école, dans les ateliers d'art plastique, les cours d'art plastique, etc. Et un jour, je suis tombé sur un appareil photo à la maison. Un de mes premiers souvenirs d'enfant est lié à la photo. Parce que quand j'allais chez ma grand-mère à Marseille, dès tout petit, peut-être je devais avoir 4-5 ans, il y avait un album dans un placard en cuir relié, album de photos de famille, et j'étais fasciné par ces photos.
C'était vraiment la première chose que je faisais quand j'allais là-bas, c'était d'ouvrir l'album de famille, de regarder. J'étais fasciné par ces photos qui étaient à la fois par l'objet, par les images. C'était vraiment, il y avait des boîtes avec plein de photos de famille à l'intérieur. Je les regardais et c'était systématique. Donc ça, c'est mon premier souvenir lié à la photo. Et puis oui, vers 12 ans, en fouillant dans un placard, je suis tombé sur un appareil qui appartenait à mon grand-père, tout manuel, il fallait tout régler, le diaph, la vitesse. Je suis allé chez le photographe à côté de chez moi qui m'a expliqué en gros comment le faire marcher. Et puis ça a commencé comme ça, voilà, à l'adolescence. J'ai fait des études de sciences économiques après mon bac. Et bon, j'étais déjà très passionné de photos. Hein. Depuis cet âge de 12-13 ans, c'est allé très très vite. Ça a été très très intense. J'allais dans des expos, je regardais les livres, j'avais un laboratoire. Enfin, je faisais un labo dans ma salle de bain, développer les films. Je pratiquais beaucoup quoi. Et mais je pensais pas véritablement m'orienter vers la photo. Et puis par le biais d'amis, un jour j'ai rencontré un ami qui était étudiant à l'École nationale supérieure Louis Lumière et qui m'en a parlé, qui m'a fait visiter les lieux. Au même moment, moi j'avais fait un stage dans un cabinet à la Défense, dans un cabinet d'audit. Enfin, je voyais bien que c'était pas forcément ce qui allait m'épanouir, étant donné que vraiment tout, je m'investissais déjà beaucoup dans la photo. Et donc à ce moment-là, j'ai commencé à envisager de faire une école pour mûrir le projet, de faire quelque chose de ma vie avec la photographie. Je me sentais pas forcément, même si j'aurais eu la capacité de faire des choses déjà, parce que je me disais j'avais besoin de mûrir un projet et donc de faire une école. Et donc je suis rentré à Louis Lumière, j'ai passé le concours, j'ai passé 3 ans à Louis Lumière, ça a été, on va dire, 3 belles années. Et puis j'ai commencé à travailler tout de suite en sortant de l'école. Mon approche, elle a changé à l'école. Disons que avant on va dire les 10 années peut-être avant de photographie, avant de rentrer à l'école, je faisais du noir et blanc en petit format parce que je pouvais le tirer moi-même. Mais en fait, j'étais fasciné par la couleur et les images très détaillées, très picturales, une espèce de tableau photographique. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai pu mettre en œuvre, en pratique à l'école, travailler avec des chambres, avec des appareils moyen format, tirer la couleur. Donc là, j'ai vraiment commencé à réaliser les images que j'avais envie et pas simplement d'être dans l'influence, la reproduction de choses que je pouvais voir ailleurs, mais que je pouvais pas véritablement réaliser parce que j'avais pas accès aux choses, j'avais pas le savoir, j'avais pas les moyens. Et donc à l'école, j'ai commencé à développer ma vision très singulière, enfin ce que je voulais faire, et notamment les premiers travaux que j'ai réalisés, que je montre encore, je les ai réalisés quand j'étais à l'école, notamment la série Avenue de Jenny et une autre série qui s'appelle Le bout du monde, que je montre moins maintenant, mais Avenue de Jenny est un travail séminal, on va dire, où il y a plein de choses ensuite que j'ai déclinées et je l'ai fait à l'école. Et pour décrire, on va dire, mon travail, donc c'est des images détaillées en couleur sur des questions de comment les gens s'approprient, on va dire, leur cadre de vie, comment ils évoluent dans leur espace, comment ils ont une emprise sur leurs lieux. Et il s'agit souvent de lieux qui sont un peu l'expression d'une liberté, qui sont en dehors de la norme, qui sont une échappée par rapport au mode de vie, au mode d'habiter, qui sont très standardisés. Donc ça peut être même voir des lieux en résistance en fait par rapport
voilà, une société très normée, très cadrée. Et moi, c'est aussi une échappée pour moi. Donc je fais des enquêtes sur des lieux comme ça, assez précises. Ce qui m'intéresse, c'est pas forcément l'endroit où ils sont, c'est pas forcément de documenter ces lieux. C'est une documentation, oui, mais c'est plutôt l'idée qui porte, les idées qui sont véhiculées à ces endroits-là qui m'intéressent. Et c'est ça qui fait que je vais atterrir à un endroit. C'est parce que je l'ai identifié comme porteur de sens. Alors une fois que j'ai identifié un lieu où potentiellement je peux exprimer des idées, des convictions que j'ai, je l'explore, j'en fais quelque chose. Je pense pas être inspiré directement. Disons, je vais voir un film, lire un livre, et puis ça va se translater directement vers un projet. Ça se passe pas comme ça. C'est plutôt des images mentales qui restent et qui réapparaissent. Et c'est un peu comme ça que je fonctionne. Des fois, je découvre des auteurs, des artistes après coup, enfin après avoir réalisé un travail, et puis ça devient une sorte d'inspiration. Ça a été le cas, justement, je parlais d'Avenue de Génie. J'ai découvert Jacques Tati peu de temps après, parce que quand je montrais les photos, les gens me parlaient de Jacques Tati, j'avais jamais vu ses films. Et là, quand j'ai vu Playtime, je me suis dit, mais c'est ça que j'ai en tête. Enfin, il a, d'un point de vue formel, ces images de gens évoluant dans des espaces, et notamment dans Playtime, dans une vision de la ville standardisée, des images détaillées, picturales, construites, composées. Ça fonctionne souvent un petit peu comme ça. Je pense que Stalker, j'avais déjà commencé à travailler sur La Fabrique du Pré quand j'ai vu le film Stalker, et j'ai vu énormément de proximité dans le sens et dans la forme avec le travail que j'étais en train de faire, cet univers un peu mouvant, laiteux, qui évoluait en fonction dont la perception qu'on avait de ces paysages évoluait en fonction un peu de l'état d'âme des acteurs. Il y a vraiment mes inspirations, elles sont quand même très visuelles. C'est pas tant je lis assez peu de romans. C'est plutôt visuel. C'est plutôt le cinéma, la peinture. Donc là, les peintres impressionnistes, par exemple, ça, c'est quelque chose que j'affectionne beaucoup, que j'ai toujours aimé, et d'autres courants aussi dans la peinture. Le cinéma de Wenders, par exemple, et ses photographies aussi, Wim Wenders. Il y a vraiment une suspension du temps, une forme de légèreté, que j'apprécie beaucoup. Voilà, c'est très fort comme inspiration. Avec du recul, des choses qui m'ont marqué dans mon parcours de photographe. Je réalise, j'avais un ami quand j'étais ado. On a grandi ensemble, mais à l'adolescence, lui s'intéressait beaucoup au cinéma. On faisait des films Super 8 ensemble. On faisait des photos ensemble. Et son père faisait de la photographie aussi en amateur, avec quelques livres de photos chez lui. Et je me souviens d'un livre en particulier, et avec du recul, je me dis, tiens, c'est quand même c'est pas anodin comme je dirais que c'est vraiment le premier travail en dehors des choses un peu convenues, type Cartier-Bresson, qu'on découvre quand on commence la photo. C'était le Bruce Davidson, À l'est de la 100e rue. Ce livre était là-bas, dans l'appartement. À chaque fois que j'allais, je regardais ce livre. Les reproductions, dans mon souvenir, étaient aussi d'une qualité extrême. Enfin, un très 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 beau noir et blanc, très bien reproduit, un noir et blanc un peu chaleureux, sans doute du virage au sélénium. Et puis c'était à la fois des vues d'architecture, de paysages urbains, de portraits extrêmement forts,
Voilà, c'est quelque chose que j'ai beaucoup regardé et ça changeait un petit peu de mes premières références qui étaient plutôt de l'ordre du reportage en noir et blanc. J'ai mon Cartier-Bresson. Gary Winogrand a été vraiment la théâtralité, c'est quelque chose d'important dans mon travail, ce côté de rapport de plan, de la ville ou l'espace qui peut être comme une sorte de décor de cinéma ou de théâtre. Et ça, pour le coup, Gary Winogrand, très tôt, ça m'a inspiré. Après, un peu plus tard, j'ai découvert des choses plus plasticiennes, notamment le travail de Bustamante, extrêmement contemplatif, travail sur les piscines, les villas et les maisons dans la banlieue, je sais plus c'était de Barcelone ou de Madrid, mais les cyprès, et puis ces installations aussi de mobilier à l'horizontale pour présenter certains travaux, des vues d'architecture en noir et blanc, architecture moderne. Ça a été vraiment un déclic. Il y a eu une expo, je ne sais plus dans quelle galerie, que j'avais vu ces tirages, et puis un livre. Et ça a été des premières découvertes qui m'ont fait sortir un petit peu de la photographie, on va dire, traditionnelle de reportage. Basilico aussi, le travail sur les villes, en noir et blanc. Voilà, ça c'est ces premiers travaux qui m'ont permis le premier pas de côté, on va dire, par rapport au on va dire photographe de Magnum. Je parle de ça, on est dans les années 90, 2000, où pour avoir accès à des photos, c'est des expos qui ont lieu dans des galeries ou le Centre national de la photo. Il fallait aller dans des bibliothèques ou quelques livres photos à la Fnac. On n'est pas accès comme on peut avoir aujourd'hui. Donc finalement, ce qui était montré à l'époque était un peu les références. Voilà. Après, aujourd'hui, mes références, elles sont souvent un peu mes inspirations, références sont un peu toujours les mêmes. C'est quand même beaucoup des photographes américains, Walker Evans, Stephen Shore, Robert Adams, Lewis Baltz, William Egglestone. Gros choc visuel. La première fois où j'ai vu une image d'Egglestone, ça a été... Je pense avoir rarement eu des chocs comme ça, visuels. Et il y avait une expo en Allemagne, je sais plus exactement où, avec un catalogue. L'expo s'appelait How We Look at It, dans début des années 2000, je pense, avec en couverture cette femme assise avec une robe bleue dans une banlieue américaine avec une chaîne... la chaîne du parking dans un coin. Quand j'ai vu cette photo, je me suis dit, mais qui a fait ça ? Et ça a été vraiment et là j'ai déroulé pas mal de la photographie américaine. La photographie allemande aussi, quand j'étais à l'école de Düsseldorf, Strauss, Ruff. En France, j'aime beaucoup, donc pour faire un peu des choses que j'apprécie, le travail de Richtel-Huber, Sophie Richtel-Huber. J'aime beaucoup le travail de Christophe Bourguedieu aussi. Patrick Feigenbaum, l'approche vraiment très picturale de Feigenbaum. Ça, c'est des choses que j'ai toujours énormément de plaisir à regarder. Voilà. Et à la fois, de manière paradoxale, j'aime beaucoup les formes vernaculaires et puis les photographies très directes, en fait, des photographes qui photographient leur vie, en fait, leur quotidien. Alors moi aussi, je photographie, les espaces que je photographie, c'est aussi ma vie, mon quotidien, mon intime, mais les photographes qui ont cette approche-là de simplement documenter leur vie, je pense que je suis extrêmement sensible à ça. J'ai énormément de livres dans ma bibliothèque qui sont ce type de photographie-là. D'abord, j'ai une grande diversité J'aime beaucoup de choses très très variées dans la photographie, mais j'aurais plutôt tendance à acheter des livres comme ça, de choses qui me touchent, qui sont des photos faites au quotidien, avec ou sans intention, très différentes finalement de la pratique plus posée, plus réfléchie des références que je viens de citer là.
Je suis pas très à l'aise avec cette notion de famille photographique. D'abord parce que moi j'ai des affinités avec beaucoup de photographes, avec beaucoup de styles, de pratiques différentes. J'ai un parcours qui est lié un peu à ma génération, je pense. Donc voilà, j'ai commencé la photo dans les années 90, qui était beaucoup... on était encore un peu dans le quartier Bresson, Magnum et compagnie. Ensuite, quand j'ai commencé à travailler, c'était un peu les collectifs qui se montaient. J'ai fait partie, à la fin des années 90, enfin au début des années 2000, de Tango Photo, qui était un collectif assez expérimental, international, vraiment un des précurseurs du web. On a été les premiers quasiment photographes à avoir un site web. On était présents en Allemagne, en France, aux États-Unis, au Japon, avec chacun par les personnalités qui composaient le groupe. On dialoguait beaucoup sur Internet. On a expérimenté beaucoup dans l'auto-édition, la diffusion des images. Quand je suis sorti de l'école, j'avais une pratique de commande. Je travaillais pour Libé, pour Le Monde, Télérama, Nova Magazine. Donc j'ai fait beaucoup de photographies aussi en commande, en parallèle à mon travail personnel. Du fait de mon travail personnel, j'étais amené, et puis j'en avais l'envie aussi. Tu vois, la presse allait pas très bien quand, déjà au début, même si au début j'en vivais, j'en ai fait beaucoup, mais je faisais mes travaux personnels à côté, qui étaient plus en relation avec le paysage, avec des pratiques urbaines, l'architecture. C'est un domaine qui m'intéressait. J'avais beaucoup d'amis architectes. Je trouvais que dans le domaine à l'époque, donc au début des années 2000, ce domaine-là offrait des possibilités assez intéressantes. On regardait des magazines d'archi, en dehors des photos de réalisation pure, tel bâtiment, photographie à la chambre, etc. Il y avait une diversion. Je regardais des magazines comme l'Architecture d'aujourd'hui à cette époque-là. Il y avait une diversité dans l'iconographie, et notamment photographique, que je trouvais intéressante. Et je me suis dit, mais dans ce domaine, il y a des choses à faire qui sont intéressantes. Enfin, je veux dire, dans le domaine du paysage, de la ville, de l'architecture, je peux trouver à cet endroit-là à la fois le moyen de faire des travaux qui m'intéressent, une manière de gagner ma vie. Ces travaux qui m'intéressent, ça peut même être des travaux personnels, trouver moyen de financer de cette manière-là des travaux personnels. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai fait énormément de travaux comme ça, très intéressants, en collaboration avec soit avec des architectes, soit avec des institutions. Et ça a été très fructueux. Et aujourd'hui, je pense que je suis très, très identifié, et que ma notoriété, elle est peut-être plus importante auprès du monde de l'architecture et de la ville que de la photographie. Enfin, je ne mesure pas dans la photographie. Disons que je suis quelqu'un qui produit quand même beaucoup, hein, qui travaille beaucoup, hein, à la fois sur des projets personnels, à la fois sur des commandes, de l'édition dans le domaine de l'architecture, pour lesquelles je fais aussi de la direction éditoriale, la direction créative. Donc j'accompagne énormément les projets pour leur donner une destination, qui correspond à mon intention, et c'est ce que veulent mes clients ou les personnes avec qui je collabore. Mais c'est vrai que j'ai peut-être plus d'identité auprès de ce monde-là que de la photographie. Et je trouve que la photographie, peut-être on en parlera peut-être plus à la fin, ça rejoint un peu une question que tu poses, mais que des fois elle est un petit peu enfermée sur elle-même et pas assez en relation avec la société, etc. Pour revenir à cette question de famille photographique, je suis très attaché à la photographie dans son rapport au réel. Je considère que mon travail, il est absolument pas strictement documentaire. Il se déploie souvent dans l'espace, donc on est plutôt sur une forme véritablement artistique dans le rapport à l'espace et dans le rapport au monde. J'aurais du mal à dire, même à identifier quelles sont les familles photographiques aujourd'hui, donc me dire où je suis, c'est un peu compliqué. Et puis je cherche pas forcément... Je cherche à faire les choses de manière assez authentique, mais c'est vrai que des fois, j'aimerais bien peut-être ce serait peut-être plus facile si j'étais peut-être
mieux identifié, je sais pas. Je pars toujours d'une réalité, hein, mais c'est rarement la réalité en tant que telle qui m'intéresse, et c'est plutôt ce que celui qui regarde va voir. Et ce que moi je vois aussi dans cette réalité, c'est-à-dire que moi j'ai tendance à me projeter dans certaines fictions, hein, mais j'aurais plutôt, c'est peut-être plutôt un univers plutôt poétique, on va dire, que fictionnel, purement fictionnel. La fiction, elle m'a aidé à un moment où j'ai voulu recollecter des images de différentes séries pour la première fois. Donc dans le banc des utopies, où je me suis un peu imaginé une histoire d'une communauté d'hommes qui s'agrégerait à la veille ou au lendemain d'une catastrophe, sans qu'on sache, et qui traverserait des espaces, qui s'approprieraient des espaces un petit non standards. Et donc j'ai imaginé un petit peu je me suis projeté un petit peu dans un univers de fiction. Pour ce projet, j'ai mis en scène certaines images. Alors c'est des mises en scène c'est peu d'images, mais c'est plutôt reproduire des choses que j'avais vues, voire que j'avais moi-même déjà photographiées dans d'autres contextes. Et donc j'ai eu l'occasion de mettre en scène, mais ça reste assez marginal. C'était plutôt d'organiser des déambulations dans des lieux, d'y amener des gens pour les confronter. Donc ça, c'était des friches, des lieux périurbains. On n'a pas parlé tout à l'heure dans les inspirations, mais j'aime beaucoup les artistes comme Francis Alice, comme le groupe Stalker, qui sont vraiment dans l'être, dans le rapport au monde, dans une forme d'action. Voilà, je suis très sensible à ça. Et moi, à un moment, j'ai eu envie de faire ça, en particulier pour le banc des utopies. Donc c'est pas tant la fiction, c'est plutôt peut-être la métaphore, l'allégorie et la poésie. Et le recours à la fiction, c'est quelque chose de personnel, se dire, c'est plutôt un imaginaire. Après, moi, j'ai peu d'imagination. Je serais incapable, en dehors de ces éléments-là de début de fiction, de ce groupe d'hommes, cette communauté d'hommes qui traverserait des espaces à la veille ou au lendemain d'une catastrophe sans qu'on sache trop. J'essaie de produire des images qui sont très ouvertes, et c'est pas tant les images en tant que telles, mais c'est aussi souvent la relation qui va se créer entre elles, comme une sorte de montage cinématographique qui va s'opérer, mais qui laisse énormément, en tout cas j'essaye de laisser énormément de possibilités d'interprétation, de projection, d'appropriation au lecteur. Voilà, j'aime bien laisser une circulation dans les images très libre. Vous écoutez Vision, podcast de la photographie contemporaine. Et le côté ambivalent entre l'avant et l'après. Est-ce que un espace est en construction ou en destruction? Donc c'est une question que j'aime bien. Qu'est-ce qui est le centre? Qu'est-ce qui est la périphérie? Qu'est-ce qui est dedans? Qu'est-ce qui est dehors? Et donc on trouve dans ces espaces un peu en mutation, en transition, j'y trouve matière pour ce type de questions, de projection. L'éphémère, mais l'éphémère, c'est combien de temps aussi? Voilà, dans le nomadisme, je trouve des choses intéressantes, de s'installer plus ou moins longtemps avec des formes un peu précaires. Ouais, c'est des choses qui m'ont beaucoup intéressé. Ouais. L'une des premières séries, ça a été des campeurs sur la plage de Piémonçon, et donc les tentes, les caravanes, cette manière de s'installer à ciel ouvert sur cette plage énorme.
Ensuite, il y a eu les architectures de spectacles de Patrick Bouchain, les friches industrielles reconverties en lieux culturels. J'ai fait beaucoup de photos de ce type de lieux. Et oui, et plus récemment, les constructions à Notre-Dame-des-Landes. Ouais. J'aime bien l'idée que c'est à la marge qu'on trouve la vitalité, l'énergie, la créativité, en fait. Et c'est là que c'est dans des situations à la marge que j'ai trouvé des choses intéressantes. Après, aujourd'hui, je m'intéresse peut-être un petit peu moins à la ville et je m'intéresse plus à des événements, des choses plus liées à la nature, plus rurales. Mais c'est finalement, l'intersection des deux est commune, on va dire, la marge de l'un et la marge de l'autre, quoi. Et la transition, c'est un processus de changement, c'est continu, on va dire permanent, en mouvement. J'ai souvent dit en fait que ce qui pouvait peut-être me caractériser par rapport à d'autres photographes qui photographient du paysage ou de l'espace, que moi c'était plutôt la notion souvent de temporalité de ces lieux que la notion purement d'espace qui m'intéressait. Et c'est souvent des temps très très longs. La Fabrique du Pré, ça a été plus de 10 ans de retourner régulièrement sur un même lieu, une pratique assez lente. Il y a des moments, où j'ai envie de présenter mon travail de manière plus transversale, parce qu'il y a beaucoup de connexions entre les différentes séries, différentes enquêtes que j'ai pu mener. Et donc la première fois, ça a été pour le banc des Utopies. J'ai voulu recollecter et connecter des images extraites de différentes séries. Et pour ce faire, j'avais utilisé un petit carnet Moleskine à la japonaise. Et j'avais travaillé sur une séquence d'images. Et donc c'était à la base un petit, on va dire, carnet de travail. Et le fait que ce soit à la japonaise, ça permettait de faire des associations d'images et des séquences d'images, on va dire presque à l'infini. Donc c'était vraiment au lecteur de s'approprier l'objet, de s'inventer sa propre histoire. Ce petit carnet, Moleskine, je l'ai montré aux rencontres d'art, à des différents centres d'art, etc. Et notamment à François Saint-Pierre du centre, qui à l'époque était le directeur artistique du centre de lecture. Et il m'a dit, on a une programmation qui s'appelle Cheminement, où l'idée c'est de s'installer dans des lieux à la campagne, autour du centre d'art. Écoute, moi ce que je te propose, c'est à partir d'essayer de déployer ce projet quelque part. Donc je suis allé le voir, on a pris une voiture, il m'a montré des corps de ferme, des tas de lieux, et puis un pigeonnier qui appartenait à un agriculteur. C'était tout dégueu à l'intérieur, c'était un débarras, mais on sentait qu'il y avait un potentiel tant à l'extérieur, à l'intérieur, avec ces niches où les pigeons viennent se mettre. Et là, je me suis dit, je vais ce petit carnet Moleskine, je vais en faire une édition d'artiste et je vais les installer dans ce pigeonnier. C'est une mise en abîme du travail, puisque je parlais de communautés nomades qui réinvestissaient des lieux, etc. Et donc quelques années après, et puis du fait de mon atelier était installé dans une agence d'architecture. En fait, au rez-de-chaussée, il y avait l'agence d'architecture à Montreuil. Et puis au premier étage, il y avait des designers, d'autres architectes, moi-même. Et moi, j'avais envie de déployer la photographie dans l'espace. Et donc, à Montreuil, dans cette agence d'archi qui louait d'autres espaces, des ateliers, des bureaux, à des designers, à des jeunes archis. À côté de moi, il y avait Grégory Lacroix, qui est un designer. On se voyait souvent, on échangeait beaucoup. Et j'avais eu une opportunité d'exposer dans une galerie parisienne qui n'existe plus, qui était la galerie Laurent Muller, rue des Archives. L'idée, c'était de produire une exposition installation, et pour ça, j'avais envie de faire au moins une pièce qui soit représentative une pièce un peu conceptuelle. J'avais pas un très grand espace.
Donc j'ai commencé à réfléchir. Au même moment, il y avait le livre Twice aussi, sur lequel j'avais travaillé pendant longtemps, avec Jed Hussein, qui est un graphiste avec qui je collabore beaucoup. Et donc on était parti un peu de cette idée de circulation dans mes propres images pour faire ce livre Twice. Et donc l'idée de l'installation dans la galerie, c'était de faire une installation multiple qui présentait un peu de cette circulation dans les images et la différente forme que peuvent prendre les images. Donc ce livre objet qui est Twice, on a conçu un double lutrin pour présenter le livre, ça c'était une pièce. Il y avait aussi des tirages, quelques tirages plus traditionnels, mais dans la manière dont ils étaient présentés dans le lieu, ils dialoguaient avec le lieu. Et puis il y avait une pièce, donc la plus importante, que j'ai conçue avec Grégory Lacroix. Elle est le fruit d'un dialogue entre nous. Il y avait cette envie, cette impulsion que j'avais de créer un objet photographique. Et je me sentais pas j'avais la capacité de l'imaginer, on va dire, mais pas forcément de le réaliser complètement. Et donc on a commencé à échanger avec Grégory, un designer, pour faire un objet, on va dire conceptuel, c'est-à-dire que cet objet, il est une matérialisation de mon process et de mon rapport aux images. Et donc cet objet, c'est une sorte de banc en bois dans lequel on peut glisser des impressions grand format sur du verre, des impressions jet d'encre sur du verre. Et on peut faire plusieurs couches, en fait, comme des calques en quelque sorte sur Photoshop. Et là, donc l'idée, c'est d'imprimer des images avec différentes transparences, des images existantes, et de recréer des paysages imaginaires comme ça, avec cette pièce-là. Donc l'idée, c'est de pouvoir décliner ces lames de verre grand format dans cet objet. Et donc là, par transparence, on recrée un paysage. Et ce paysage, c'est un peu, c'est des couches mentales en fait. C'est la matérialisation d'une superposition d'images mentales. À l'origine de La Fabrique du Pré, il y a une autre série, il faut remonter un petit peu en arrière. En 2001, au printemps 2001, j'étais encore étudiant à Louis Lumière et donc je réfléchissais à faire un travail. C'était pas encore le travail de fin d'études, mais en fait ça faisait un petit moment où je traversais justement des espaces en transition. J'avais une copine à l'époque qui habitait à l'ouest, en banlieue ouest, vers Vélizy. Et moi je traversais ici les Moulineaux, à l'époque où il n'y avait pas encore tous ces sièges d'entreprise, etc. Il y avait encore pas mal de vieilles usines, des vieux cafés, des friches. C'était vraiment en train d'être démoli. T'avais quelques bureaux qui commençaient à apparaître. Et je me disais, voilà, c'est ça la ville. Elle se renouvelle, elle change. Et j'étais assez fasciné par cette transformation. Au même moment, comme je l'ai déjà dit, j'avais pas mal de copains qui étaient étudiants en archi. Je regardais ces revues d'architecture. Tout ça faisait que j'avais envie de parler de ce monde qui changeait, en fait, un peu de monde ouvrier qui disparaissait, et puis ces logements, ces bureaux, enfin vraiment cet univers plus normé, cette image du capitalisme qui s'exprimait dans l'architecture. Mais je trouvais pas l'endroit véritablement où faire ce travail. Je faisais des photos à droite à gauche, mais ça donnait rien véritablement. Et j'avais un autre ami qui, lui, était plutôt réalisateur, qui avait envie de faire un film sur les gens qui habitaient des logements qui étaient à la Défense. Parce qu'à la Défense, il n'y a pas que des bureaux, il y a aussi quelques immeubles d'habitation. Et ça l'intéressait, cet univers très froid, un peu à la Ballard.
Lui, il lisait beaucoup de romans de Ballard et un en particulier, je sais plus, mais bon, bref. Il faisait des repérages pour son idée de film. Puis un jour, il s'est fait embarquer sa voiture à la fourrière. Et donc, il fallait qu'il la récupère à Courbevoie ou derrière la Défense, à Nanterre, voilà. Enfin, à la frontière de Nanterre-Courbevoie. Et il me dit, écoute, je suis allé chercher ma voiture, j'ai vu un endroit, ça pourrait t'intéresser, faut que je te montre. Il m'emmène là-bas, de nuit pour une première fois. Et donc on était sur une sorte de terrain vague, derrière une case de véhicule, derrière l'Arche de la Défense. On avait eu du mal même à le retrouver, en fait. Lui-même, pour retrouver l'endroit, avait eu du mal. Et là, ça paraissait très hostile. On était de nuit, éclairé avec les phares de voiture. Et là, il y a une Rolls-Royce blanche qui arrive. C'était je pense, le propriétaire de la casse, avec deux poules à l'arrière, qui était assez menaçant. Qu'est-ce que vous foutez là? Et tout. Bon, bref, premier contact avec ce lieu, donc pas très accueillant, un peu hostile. Et puis, je décide après d'y retourner plus tard, 2 jours. Et là, je vois vraiment des maisons ouvrières, des petits pavillons, en contre-champ de la Défense, des jardins ouvriers et des chantiers. Un chantier de construction, du bruit, le bordel, la poussière. Donc je comprends qu'en fait, on est donc avenue de Génie, on est à la frontière de Courbevoie et Nanterre. À Courbevoie, il y a un projet immobilier, les choses se construisent, et à Nanterre, il reste encore ces petits pavillons d'ouvriers. Au bout de l'avenue, derrière l'Arche, il y a la chaufferie de la Défense, donc la climatisation de la Défense, et un terrain vague où on stocke les déchets, des cases de véhicules, en gros des gens qui habitent là. Et puis tout ce que la société met au rebut à ses marges. Et les gens qui habitaient là, c'était très varié. Il y avait un photographe, Jean Potier, qui avait un pavillon. Je l'ai photographié, j'ai fait son portrait. Voilà, une sorte de classe moyenne, mais aussi des Roumains. C'était qui squattaient des pavillons abandonnés. Les cases de véhicules, des gens qui bricolaient, des ferrailleurs. Et puis un chantier là de Villa Polonia, donc un bâtiment qui se construisait. C'était quand même un petit peu hostile, hein. Au départ, je savais pas trop où je mettais les pieds, j'avais pas trop l'habitude je sortais de Paris, j'avais pas trop l'habitude de photographier dans des endroits comme ça. Et puis je commence, alors c'était aussi la première fois que je travaillais vraiment avec un projet, avec un appareil, donc un Hasselblad, format carré, couleur. Je fais des portraits des gens, des paysages, des vues. Et j'avais envie d'un côté un peu théâtral, un peu naïf, de scènes de gens dans leur environnement. J'étais nourri aussi à cette époque-là, en 2001, je trouvais que je regardais pas mal des magazines un peu de mode, de design, wallpaper notamment, et je trouvais qu'il y avait une esthétique qui était pas inintéressante dans ces photos, dans certaines photos publicitaires ou de mode, des images assez propres, assez léchées, assez picturales. Et je me disais, mais ouais, moi j'ai envie de faire une sorte de reportage, mais avec des images très construite, très composée, une belle lumière, beaucoup de détails. Et donc, voilà, l'utilisation du moyen format. Et puis, je retournais régulièrement sur les lieux. Une histoire se construisait. Je refaisais des images jusqu'à avoir exactement ce que j'avais envie d'avoir. Voilà comment s'est construit la série Avenue de Génie. Après la série, j'avais passé un mois et demi sur place, j'avais sympathisé avec pas mal de gens. D'ailleurs, j'ai fait se rencontrer des gens qui habitaient, qui étaient voisins, qui ne se connaissaient pas véritablement. Parce que je leur disais, voilà, j'ai photographié un tel, j'ai photographié bidule, à tel endroit, etc. Une espèce de communauté qui s'est créée comme ça, d'abord par la série de photos, ensuite par un film qui a été fait par Fabrice Vacher, justement, qui m'avait présenté cet endroit, donc le réalisateur qui avait fait des repérages.
Et donc je suis retourné 1 an, 2 ans après, 3 ans, voir Jean Potier, ce photographe, voir une dame avec qui j'avais sympathisé, qui m'invitait à déjeuner. Et je me suis dit, mais ça va, ils ont une épée de Damoclès sur la tête, ils vont se faire virer par des promoteurs. Et les années passées, il s'est rien passé. Ça arrive maintenant. Aujourd'hui, il y a un projet avec la gare de Nouvelle Gare du Grand Paris. Donc 20 ans après, il se passe. Aujourd'hui, c'est en chantier. Et donc j'ai réalisé que le temps de la transformation urbaine était un temps extrêmement long. Et puis en discutant avec des photographes, en particulier, un peu les références. Moi, je pense qu'en photo, on peut faire des choses sur des temps très courts, très intéressants, très puissants, très directs. Et puis il y a des choses qui se font sur des temps très très longs et il n'y a pas forcément une échelle de valeur. Mais des fois, il y a ce côté, des fois un peu dans la photo, notamment dans la photo documentaire et de reportage, de dire lui il a passé 20 ans à photographier ce truc-là et tout ça. Donc il y avait une espèce de pression, pas une pression, mais une envie de se dire il faut que j'ancre mon travail dans un temps long. Comment je vais faire pour parler d'ancrer dans un projet long et pas un projet court. Et pas très loin de l'avenue de Génie, donc toujours à Nanterre, toujours derrière la Défense. Il y avait l'axe historique imaginé par le nôtre, donc cet axe qui part des Champs-Élysées, qui va jusqu'au château de Saint-Germain, donc l'avenue de la Grande Armée, l'Arche de la Défense, et puis derrière la Défense, cet axe qui continuait, qui à l'époque était un peu matérialisé par l'autoroute A14. Donc quand on venait de Normandie, qu'on traversait l'ouest parisien, c'était par voie aérienne jusqu'à rentrer dans la Défense et ensuite dans Paris. Et les viaducs autoroutiers avaient eu le projet d'enterrer l'A14. Et donc on a enterré l'A14. Et donc tout le remblai a créé une friche au-dessus de l'A14. Donc c'est dans la continuité de cet axe Champs-Élysées, Grande Armée, la Défense. Donc j'ai commencé à m'y intéresser. Donc de part et d'autre de cet axe, il y avait des projets de bureaux, d'immobilier et un projet paysager sur l'axe lui-même. Donc j'ai commencé à faire des photos là sur cette friche générée par l'enfouissement de l'autoroute. Au départ, c'était documentaire. Je faisais des photos, des paysages. Il y avait personne. J'ai rencontré très peu de gens. Quand j'en croisais, ça m'arrivait de faire quelques photos. Donc pendant longtemps, ça a été du paysage comme ça. Et puis, à un moment, il y a eu une première étape, j'ai rencontré Roger Després à la Ferme du Bonheur. La Ferme du Bonheur, c'est sur le campus de Nanterre, pas très très loin de cet axe. Et une fois, on s'est baladé là-bas. Alors je l'ai rencontré parce que Patrick Bouchin, avec qui j'avais une collaboration, éditait une collection chez Actes Sud de lieux qui l'avaient inspiré, d'expériences du territoire qui l'avaient inspiré, et il consacrait un ouvrage à la Ferme du Bonheur. Et bizarrement, moi, qui m'intéressais à Nanterre depuis déjà pas mal de temps, avec l'avenue de Génie, avec les premières photos sur cet axe historique, je ne connaissais pas Roger Després, la Ferme du Bonheur, j'en avais jamais entendu parler, et donc je fais un livre sur la Ferme du Bonheur chez Actes Sud, les photos pour un livre de Roger Després chez Actes Sud. Et à cette occasion, il m'emmène sur la friche que je photographiais déjà depuis des années. Et il me dit, regarde à cet endroit-là, cet espace, regarde comment c'est. Donc la friche était déjà un peu entamée, il y avait eu déjà des bureaux construits. Et il commence à me dire, voilà, je vais commencer à défricher à cet endroit-là, ce qu'il appelait le champ de la Garde, parce que c'était au pied de la Garde républicaine. Donc l'endroit, je le connaissais, mais il me dit, je vais en prendre possession, en quelque sorte. Puis j'ai continué donc à photographier, mais au fur et à mesure qu'il prenait possession avec des bénévoles pour défricher de ce lieu, et notamment une des premières opérations, on va dire, c'était de défrichage, c'était avec ce cheval, ce fameux cheval qui a fait la couverture de Paysages français, l'affiche de Paysages français. C'était une des premières journées pour débroussailler, défricher ce champ de la Garde. Voilà. Et donc la série a commencé à s'humaniser progressivement. Donc cette série qui a commencé en 2004, j'ai rencontré Roger Després en 2005.
Lui a commencé, il me semble, à défricher en 2009, puisque la photo du cheval, elle est de juin 2008 ou juin 2009, je me souviens plus. Donc à partir de 2009, ça a commencé à s'humaniser, on va dire, dans le sens où il y a des bénévoles qui commençaient à jardiner, à travailler dessus. Donc j'ai photographié ce lieu, et donc de quelque chose qui était au fil du temps plutôt une campagne paysagère, documentaire. J'ai commencé à y projeter parler de stalker, j'ai commencé à me projeter dans un univers changeant, mouvant, de long terme, qui était à la fois menacé de destruction par les projets immobiliers et à la fois qui se régénérait par cette action de ces hommes et des femmes qui prenaient possession d'une partie de cette friche pour en faire un jardin. Donc voilà, il y avait cette opposition forte, un lieu vraiment à la confrontation de ce que j'appelle de ce qui vient d'en haut et de ce qui vient d'en bas, un peu comme Avenue de Jenny. Ce qui vient d'en haut, c'est l'espace planifié, l'espace aménagé, des urbanistes, des politiques, avec ce qui vient d'en bas, les initiatives individuelles de gens, de communautés qui s'approprient un lieu qui résiste à cette standardisation. Voilà, donc j'ai photographié. En 2012, je pensais avoir terminé un peu le travail. J'ai présenté un dossier au prix Lucien Hervé. J'ai eu le prix Lucien Hervé avec cette série. J'ai continué encore un peu après, jusqu'au moins 2014. Après, j'y suis retourné de temps en temps, mais j'y suis retourné encore l'année dernière. J'ai refait la photo le point de vue où j'ai photographié ce cheval. Le point de vue n'existe plus vraiment. Et quand j'ai vu ce qui a été fait, ça m'a beaucoup déprimé le résultat de l'aménagement sur place. Voilà. Vous écoutez Vision. Suivez-nous sur Instagram pour plus de news et de photos. C'est pas vraiment l'aspect de documentation, de mémoire, d'archives de la transformation d'un lieu qui m'intéresse. C'est plutôt les idées que porte ce lieu et l'idée de se transformer. Et je crée des confusions justement entre l'avant et l'après. Alors si des chercheurs veulent voir comment c'était avant, les images elles existent et elles ont cet aspect documentaire et elles sont archivées rigoureusement pour pouvoir l'indiquer, mais c'est pas ça c'est pas le moteur de mon travail du tout. J'ai photographié pas mal de projets, de grands projets urbains à Marseille, donc le quartier de la Joliette, les entrepôts McDonald's, mais c'est pas cette notion-là. La trace, en revanche, la trace de l'homme, la présence de l'homme, elle m'intéresse beaucoup. Parce qu'on dit souvent, les photos de Cyril, il y a beaucoup d'humains. En fait, si on regarde, il n'y a pas forcément tant que ça d'humains, mais les images sont habitées. Donc oui, la trace de l'homme, elle m'intéresse. Mais pas forcément donc la mémoire au sens j'ai une archive, voilà comment c'était il y a 10 ans, comment c'était il y a 20 ans, c'est pas cet aspect-là. Cette photo, donc on est vraiment sur la friche là de la fabrique du Pré, sur le champ de la Garde, au-dessus de l'autoroute. Pour l'instant, c'est pas encore. Personne n'a pris possession de ce lieu, mais je pense que j'ai fait cette photo une journée. Je crois qu'il y avait une journée au jardin, ou une sorte d'événement organisé par la ferme du Bonheur. Ce jour-là, et donc j'ai eu l'occasion de photographier cette présence complètement improbable, chose que je recherche. Voire parfois ça aurait pu être le type d'image que j'aurais pu mettre en scène dans le banc des Utopies par exemple, ou qui m'aurait inspiré. Voilà. Après, c'est une image qui est très directe.
On l'a pas évoqué, mais j'aime bien les images détaillées, précises, etc. Donc ça m'arrive des fois de travailler à la chambre en 4:5. Mais sinon, je travaille quand même beaucoup en moyen format. J'ai fait beaucoup d'images au Mamiya 7. Donc un appareil qui permet de à la fois d'être quand même détaillé, précis, tout en étant très direct. Et j'aime bien je suis à l'aise avec cette approche-là, c'est-à-dire je vois quelque chose, je le prends, c'est fugace, voilà, et donc je suis rapide. Et donc c'est une scène qui s'est présentée, une espèce d'homme avec une mallette, un peu comme un homme d'affaires. Il se penche sur un végétaux ou je sais pas quoi. On comprend pas très bien ni où on est, ni qu'est-ce qui se passe. C'est étrange, et c'est ce registre d'image que je vais chercher puiser dans le réel. Le réel est une matière première, mais j'en produis quelque chose d'autre, et cette image en relation avec d'autres va contribuer à construire ce qui pourrait être une fiction, ou en tout cas ça laisse le champ très ouvert au lecteur d'imaginer d'autres lectures possibles. Un moteur de ma production souvent été l'idée de réenchantement, de trouver un peu comme jour de fête. Là, je reviens sur cette première image que j'ai décrite, mais aussi dans la fabrique du prêt, de ce réenchantement du monde, d'un monde qui a besoin d'enchantement. Parce on nous impose quand même une standardisation très forte dans nos espaces, et la plupart des gens sont assez passifs finalement par rapport à au lieu qu'on leur propose, la ville normée, etc. Peu prennent l'initiative de renverser ça et de prendre possession différemment de leur cadre de vie et au-delà de leur mode de vie. Leur façon de vivre. Donc il y a cet aspect qui est, oui, c'est une forme de recherche d'utopie, de questionner cette question d'utopie qui m'intéresse. Mais moi, ce que je cherche, c'est des utopies concrètes, réelles, des expériences. L'idée d'utopie me plaît beaucoup, mais pour parler de cette idée d'utopie, je suis obligé de chercher des expériences réelles, vécues. En tout cas, c'est ce que j'ai beaucoup fait. Aujourd'hui, ça l'était déjà dès le banc des utopies, où finalement on en parlait moins. À l'époque, on en parlait quand même déjà beaucoup. Il y avait quand même cette idée menaçante quand même de changement climatique, d'épuisement des ressources, en fait, de monde anthropocène, catastrophe imminente, quoi. Et donc les gens que je côtoyais, les échanges, on avait quand même beaucoup cette menace est là, et finalement les expériences d'occupation que j'ai photographiées, c'était des expériences sobres, voilà, des architectures qui prenaient en compte, des occupations qui prenaient en compte cet aspect-là, et on va dire assez tôt. Donc voilà pour l'utopie. Et aujourd'hui, où je m'intéresse peut-être un petit peu moins à la question urbaine, et je trouve beaucoup disons que comme je le disais, mon travail, c'est beaucoup des échappées. C'est des échappées à ce monde standard, mais si je cherche à y échapper, c'est parce que je suis bien quand je sors de la ville. Paradoxalement, je suis né à Paris, je suis un vrai Parisien, et à la fois, dès que je sors, j'ai beaucoup, j'ai traversé beaucoup de lieux, de banlieues. Quand même, dans mon travail, je me déplace beaucoup. Mais voilà, quand je suis dans des espaces naturels ou des espaces intermédiaires entre deux, j'ai une sensation quand même de liberté, de plénitude, de bien-être, de suspension du temps, où c'est là que je vais m'épanouir et réaliser des images qui correspondent à mon intérieur, mon intériorité.
Disons que j'ai pas l'impression d'avoir complètement fait le tour de la photographie, parce que la photographie, je pense elle est riche, elle est capable de se réinventer, elle a elle peut se déployer sur pas mal de registres, et je pense qu'elle est loin d'avoir dit son dernier mot. Je pense que ce qui est important dans la photo, c'est quand même un rapport au réel que je pense très très important, qui fait vraiment sa singularité. Et donc ça, j'espère qu'elle va je pense que c'est quelque chose d'important, parce que des fois on parle de post-photographie, justement d'objets, etc. Mais des fois je me dis oui, mais finalement on perd ce rapport au réel, à la question de produire du sens avec la photographie. Et que ces images, même si je les apprécie, même si je suis séduit en tant que étonné, j'ai plaisir à voir plein de choses, mais des fois c'est des images qui questionnent purement le médium lui-même, ou qui sont auto-générées, mais qui ne dialoguent pas avec le réel. Et ça, je trouve ça dommage. Alors moi, j'aimerais bien décliner mon travail peut-être sous d'autres formes, notamment dans l'espace. C'est quelque chose que je suis loin d'avoir exploré, quoi. Enfin, c'est des petites tentatives que j'ai fait. L'image en mouvement aussi, pourquoi pas. Cela dit, je tiens un peu mon projet en quelque sorte. Il est pas terminé. Il y a des choses aussi que je fais, que j'ai absolument jamais montré, mais ça fait des années que je fais des photos en 24-36, un peu, pas tous les jours, mais un peu en vacances, en famille. J'ai tout un corpus de photos, un peu snapshot comme ça, dont je n'ai jamais rien fait, plein de séries. Je travaille un peu des fois comme un archiviste aussi, en reprenant, en faisant remonter dans des archives, un peu refaisant circuler les images. Sur la photographie en général, voilà, comme je disais, oui, elle se réinvente. Je suis encore surpris par des travaux photographiques récents, régulièrement. Ce qui m'attriste un petit peu, c'est des fois, j'ai l'impression qu'il y a un fossé qui se creuse un petit peu entre les photographes, les artistes photographes et la société. C'est-à-dire que finalement, c'est un médium qui est extrêmement riche, puissant, intelligent. Et à côté de ça, il est pas du tout exploité. Enfin, je veux dire, c'est un monde, c'est un entre-soi, c'est un petit milieu qui est sur lui-même, alors que justement, il peut être propice à du réenchantement, à plein de choses, s'il était bien utilisé. Enfin, je trouve qu'il y a un gap de connaissances, entre le monde les praticiens, le monde de la photo et la société en général. Et que je trouve qu'il manque d'initiative entre l'université et les photographes, entre la recherche et les photographes, entre l'entreprise et les photographes. J'ai l'impression que d'un côté, il y a l'art avec les difficultés que ça implique d'en vivre complètement pour des auteurs, et de l'autre côté, il y a la communication, la production qui est pas du tout à la hauteur de ce qui pourrait être fait, que c'est deux mondes complètement différents, et je trouve ça un peu dommage quand même. Merci d'avoir écouté Vision. Si le podcast vous a plu, abonnez-vous et partagez-le autour de vous. Laissez-nous une note et votre avis. Ça nous aide beaucoup. À bientôt.